Aram Touré, c'est à vous, Soir d'Info. Merci bien, Chérif Diop. Nous en venons à notre invité de ce soir. Il s'agit de M. Habib Ndao, qui est le directeur de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Bonsoir, M. Ndao. Bonsoir, Aram. On a vu le Fonds monétaire international peindre un tableau très beau de la situation économique du pays et des perspectives économiques. Apparemment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, comme le soulignent certains observateurs. Ah, tout à fait. Mais il faut expliquer d'abord ce qu'est l'instrument de coordination de la politique économique. C'est un programme sans décaissement qui a été initié par le Fonds monétaire international pour les pays qui n'ont pas besoin de soutien financier, mais qui ont besoin d'accompagnement du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Cette fois-ci, c'est en fait un diagnostic. À quoi ça consiste? C'est une mission qui arrive, qui fait un diagnostic, qui regarde la véracité des chiffres, le cadrage macroéconomique, les actes qui sont posés au niveau des réformes et qui regarde l'adéquation entre les indicateurs économiques tels que les agrégats, déficit budgétaire, inflation, taux de pression fiscale, son adéquation par rapport à la croissance. Parce que vous ne pouvez pas mesurer tous ces éléments sans passer par là. Alors, il a été démontré par justement cet instrument qui va passer, après la mission, c'est pour 3 ans, ça va passer au conseil d'administration en décembre du Fonds monétaire à Washington. Qui va valider, oui. Pour la validation. N'oubliez pas que nous sommes actionnaires, le Sénégal est actionnaire à la Banque mondiale et au Fonds monétaire. Cependant, nous avons besoin de cet aval à travers l'ICPE, qui était initialement appelé l'instrument de soutien à la politique économique. Très bien. Alors, c'est les grosses performances de l'économie nationale qui ont conduit, qui ont engendré des perspectives heureuses. Cet instrument-là, que peut-il apporter de plus au Sénégal? Ça donne un aval vis-à-vis des partenaires financiers, vis-à-vis des bailleurs de fonds, vis-à-vis de l'investissement direct étranger. Parce qu'en fait, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, il mène les clubs, que ce soit le club de Paris, que ce soit les autres clubs, pour lever des fonds sur les marchés internationaux. Oui. Vous avez besoin de leur appréciation. Parce qu'en fait, ce programme ne nous permet pas d'emprunter. Mais ça montre qu'un diagnostic de notre cadrage macroéconomique a été fait de manière sérieuse et de manière pointue par les missions qui sont passées. Cela veut dire que notre niveau d'endettement par rapport à nos engagements extérieurs est respecté. Il y a une viabilité et une soutenabilité de la dette et montrer que les autres déficits sont maîtrisés. Mais l'institution a insisté sur le fait que le Sénégal devait également veiller à la mise à plat de ses obligations. Oui, ça c'est pour le remboursement de ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice due à la Sénélec, qui pèse lourd sur les... Comme vous savez, Monsieur le Président de la République a toujours pris l'initiative de ne pas répercuter les variations erratiques du dollar et du cours du baril sur le consommateur. C'est la raison pour laquelle il a pu avoir 2 baisses de pétrole, 2 baisses de carburant, 2 baisses d'électricité. Et maintenant, le Fonds monétaire nous demande soit d'appliquer la vérité des prix ou d'intégrer dans notre budget national justement le poids que cela consiste d'avoir un goulot d'étranglement comme les arriérés dus à la Sénélec. Mais cependant, il n'y a pas de péril en la demeure en ce sens que il y a une mobilisation accrue des recettes fiscales. On est à 2558 milliards de recettes fiscales mobilisées à mi-septembre, ce qui permet de faire face justement à tous ces engagements de l'État. Mais aujourd'hui, beaucoup ne se retrouvent pas dans les fruits tant chantés de la croissance économique par le pays. Comment cela se fait-il? Si je prends l'exemple du carburant, on a connu une hausse. La dette due aux établissements privés supérieurs. On a également d'autres secteurs qui sont touchés par cette dette-là. Comment aujourd'hui comprendre le fait que le citoyen ne puisse pas sentir cette croissance-là qui est chantée par nos pouvoirs publics? Je vais vous surprendre parce que je ne fais pas partie des gens qui croient que la croissance n'a pas eu de répercussions, c'est-à-dire que les Sénégalais ne sentent pas la croissance. En 2012, quand le président Macky Sall est arrivé, il y avait 90 000 fonctionnaires. Maintenant, il y en a 135 000.
ce différentiel d'au moins 45 000 fonctionnaires, c'est grâce à la croissance qu'on a eu cette augmentation. Cette extension de la bourse familiale et de la couverture maladie universelle sur le plan numérique, c'est les fruits de la croissance. Quand on a pu, de 2016 à 2018, réorienter des étudiants et prendre en charge leurs frais de scolarité, c'est aussi de la croissance. Donc, les gens ont tendance à dire que la croissance ne se mange pas. Mais en fait, il faut qu'il y ait de la croissance pour qu'on puisse faire tout cela. Parce que les types de dépenses de l'État, c'est déjà les charges de fonctionnement, les charges d'investissement et les charges sociales. Ce qui fait que vous ne pouvez pas retrouver un cadrage macroéconomique équilibré que si vous faites ce que nous avons fait, c'est-à-dire trouver une machine économique délabrée en 2012, la réparer, la relancer. Il y a eu 7 bonnes années pour pouvoir redresser les choses, même si ça devrait se faire à moitié. Maintenant, dire que dans certains secteurs, il y a eu des efforts à faire, il n'y a pas du nihilisme dans la question que je venais de poser tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment faire en sorte que cette croissance-là se sente dans le vécu du citoyen lambda. Celui qui aujourd'hui a envie d'aller construire puisse se payer la tonne de ciment sans pour autant être inquiet par rapport à tout ce qu'il aura à débourser, notamment également les prix qui sont fixés pour les matériaux de construction. C'est tout simplement un exemple. Exact. Mais vous avez vu quand même les arriérés. Je parlais de l'augmentation de la masse salariale. Nous avons trouvé 436 milliards en 2012. Nous sommes à 860 et quelques milliards. Cette augmentation de la masse salariale, c'est une forme de redistribution dont je parlais tout à l'heure. À cela s'ajoute le fait qu'il y avait des accords antérieurs au régime du président Macky Sall, des accords avec les syndicats d'enseignants et les syndicats de santé. Ces accords sont en train d'être payés. À partir de quoi? Les fruits de la croissance. Seulement, le président l'a si bien compris que quand le Fonds monétaire nous dit il faut que désormais que la croissance soit tirée non pas par des investissements publics, mais par des investissements privés, le président avait trouvé une formule encore beaucoup plus. Il voulait que la croissance soit tirée par l'agriculture, qui est un domaine plus pourvoyeur de main-d'œuvre. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, ce sont les découvertes qui ont été faites pour les hydrocarbures. Oui, mais ça, c'est récent. Parce que 2014, quand on nous faisait confiance au premier club de Paris, au lancement du PSE, c'était parce qu'on avait des projets bancables, des projets robustes, un environnement économique, un environnement des affaires favorable, avec des réformes structurelles qui avaient fait plus ou moins, qui avaient donné une bonne signature à notre pays. Maintenant, après cela, il y a le pétrole. Mais le pétrole, c'est encore 2021, 2022. Mais en attendant, nous avons des projets solides, nous avons un cadrage macroéconomique viable, nous avons une maîtrise de nos agrégats. On est à 3,5% pour le déficit budgétaire. Les normes communautaires sont à 3%. Un déficit budgétaire qui est maîtrisé? Oui, parce qu'on passe de 3,5% à 3% pour être conforme. C'est une des recommandations de l'ICPE. Mais sachez que toutes ces recommandations de l'ICPE, le gouvernement était déjà là-dessus. Ils nous disent, par exemple, justice commerciale. Nous avons commencé à dérouler le projet de gouvernance économique depuis très longtemps, où il y a la médiation. C'est-à-dire que les conflits, parce qu'il faut rassurer, protéger les investisseurs, les conflits qui naissent des relations commerciales ne seront plus uniquement traités par les tribunaux. Alors, cette sortie du FMI nous fait penser également que l'institution cherche à venir en aide au pouvoir, parce qu'on a vu récemment des sorties de plateformes comme Aar Li Ñu Bokk qui mettent en avant le manque de transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays. Est-ce que c'est le cas? L'État a besoin que le FMI vienne à son secours? Loin s'en faut.
Le FMI, d'ailleurs, dans ses recommandations, dit une gestion transparente des hydrocarbures. Mais nous, on est allé, avant cela, avant ces recommandations du Fonds monétaire international, le président de la République, de son gré, a fait participer notre pays à adhérer à l'ITIE. Tous les contrats sont publiés, sont dans le domaine public. Il a créé INPG pour permettre un institut de pétrole, pour permettre d'avoir une élite pétrolière. Oui. Il a organisé des rencontres, vraiment des rencontres sur le contenu local. À cela, il a ajouté, en janvier, il a remplacé le code pétrolier de 98 par un nouveau code pétrolier plus favorable au Sénégal parce que nous sommes devenus un pays pétrolier. Une prévision de 7% de taux de croissance C'est tout à fait dans nos cordes. 2020-2021. Ce qui m'interpelle, c'est qu'en 2018, vers la fin de l'année, lors des projections économiques pour 2019, le ministre des Finances d'alors, Amadou Ba, avait dit que le Sénégal table sur un taux de croissance de 6,8%. Oui. On a vu que ce taux-là n'a pas été atteint parce que par rapport à la déclaration d'hier du FMI, on note que le Sénégal en est à 6%. Je veux dire par là, le Sénégal n'a pas atteint l'objectif qui s'était fixé et pourtant, il est félicité. Il est félicité parce que la croissance est soutenue. Je vous ai dit que depuis 2013, nous sommes partis de 3% de croissance parce qu'en fait, le chiffre de la croissance n'a de l'importance que s'il n'est pas erratique, s'il n'est pas conjoncturel. Le taux qui est annoncé. Depuis 2013, on a une croissance soutenue qui monte. C'est vrai que les prévisions, selon l'ancien ministre de l'économie, des finances et du plan, étaient justement de 7% en 2019. Mais n'oubliez pas qu'on a été en année électorale. Il y a aussi des chocs exogènes sur lesquels nous n'avons pas de maîtrise, notamment l'augmentation du baril, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Tout cela a un impact sur la croissance de tous les pays. D'ailleurs, je disais ce matin dans une réunion que ce n'est pas les États qui contrôlent les croissances, c'est les marchés qui dictent les lois. Au-delà des États, les marchés des matières premières, les marchés de céréales à Chicago, dans les bourses, etc., c'est là où se décide la vue de l'humanité. Alors, on va certainement revenir sur les recommandations qui ont été faites par le FMI, notamment de poursuivre la rationalisation des dépenses, comme cela a été entamé par le gouvernement, mais également l'institution a insisté sur le fait qu'elle est prête à accompagner le gouvernement par rapport à la mise en place de budget programme. Exact. Mais c'est en 2020. Oui. Ce qui veut dire qu'à notre niveau, ce budget-là n'a pas encore été expérimenté. Ce qui est heureux, encore une fois, dans les recommandations, parce qu'en fait, on va passer à une nouvelle loi de finances rectificative 2. Pour une raison bien simple, qu'il y a eu l'atteinte des résultats sur le plan de la mobilisation des recettes, et vous me permettrez de tirer un chapeau aux régies financières, parce que si on est arrivé à dépasser l'objectif de plus et se retrouver à 2558 milliards de recettes, c'est au-delà de l'objectif qui a été fixé en mi-septembre. Cette tendance haussière va continuer et va nous permettre de résorber tout ce que toutes les recommandations du fonds, notamment de faire face aux arriérés de paiement avec la subvention Sénélec. Ils ont dit soit vous arrêtez la subvention ou vous l'intégrez dans le budget pour une sincérité budgétaire. Ça, c'est déjà fait. Ils ont dit il faut créer des opportunités économiques pour les jeunes et les dames. C'est la raison d'être de la DER que je félicite. Il y a 360 000 demandes et 83 000 personnes ont été éligibles à la DER. Pourtant, on a dit que c'était un programme politique, etc. Donc, autre recommandation, j'ai parlé de la justice commerciale, ils demandent la révision du Code du travail et l'accès aux fonciers. N'oubliez pas qu'avant le PSE numéro 1,
il y a eu une vaste réforme foncière qui a été entamée sous M. Soura, en plus Maître Ndoye. Donc, les recommandations de nos partenaires techniques et financiers, le président Macky Sall avait pris les devants. Merci. Voilà, pour pouvoir les appliquer. Exact. Merci beaucoup, Monsieur Habib Ndao, le directeur de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Juste rappeler l'accident qu'il y a eu à hauteur de Louga. On enregistre 8 morts et plusieurs blessés. On y reviendra très certainement, comme l'a souligné il y a un moment Chérif Diop, dans nos prochaines éditions. Merci à la régie, merci à l'équipe technique. On se retrouve demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de la TFM.